Vous savez, autrefois, quand un groupe de personnes disparaissait dans une cabane dans les bois, on apprenait la nouvelle par un fou se tenant à l'extérieur de la station-service du coin. Mais maintenant, grâce aux merveilles d'Internet, 1 million de personnes peuvent assister à la scène en direct. Mais malgré les améliorations apportées à la technologie, il semble que ces gens ne deviennent pas plus intelligents. Et maintenant, ces 5 amis incroyablement agaçants sont sur le point de disparaître du patrimoine génétique. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le harceleur dans Livestream. Ces vacances sont peut-être gratuites, mais elles vont certainement leur coûter la vie. Mia est une streameuse qui gagne sa vie grâce aux réseaux sociaux, mais ce soir, sa carrière est sur le point de couper court. Tout commence quand son petit ami Joss se fait arrêter par un adjoint du shérif local, et la jeune fille commence à tout filmer pour leur propre sécurité, refusant d'abandonner même lorsqu'il menace de les arrêter tous les deux. Frustré, il explique qu'il sait déjà exactement qui ils sont et qu'il ne veut pas que ces farceurs d'internet viennent perturber la tranquillité de sa petite ville. Alors, avant de les laisser partir, il les avertit de bien se comporter et leur suggère poliment de partir dès que possible. Bien que Mia veuille continuer sa diffusion, son petit ami lui demande si elle va vraiment continuer à filmer tout le temps. Mais elle refuse d'arrêter maintenant que le nombre de vues augmente graduellement. Ils font un road trip avec leurs amis Pedro, Thomas et Cindy qui sont tous à des stades de notoriété différents sur Internet. Et leur première étape est une magnifique cabane à flanc de montagne où ils pourront séjourner gratuitement en échange de quelques publications sponsorisées. La seule qui ne semble pas très enthousiaste, c'est Cindy. Mais les autres passent le reste du trajet à rivaliser pour attirer l'attention des fans de la jeune fille, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à la cabane juste avant le coucher du soleil. Mais c'est là qu'ils commettent leur plus grosse erreur. Ok, quelqu'un doit vraiment convaincre ces 5-là de la fermer pour une fois et de réfléchir au lieu de parler. Parce que ceux d'entre nous qui vivent dans la réalité peuvent voir qu'ils sont déjà en danger. Ils ne le savent tout simplement pas encore. Avant même que le stream ne commence, ils avaient déjà reçu une mise en garde des forces de l'ordre local. Et bien que Mia ait profité de l'occasion pour créer du contenu, ils auraient vraiment dû prendre sa suggestion beaucoup plus au sérieux. Quand il leur a expliqué qu'ils savaient déjà qui ils étaient, il a révélé quelques détails importants. Premièrement, les habitants de la ville savent qu'ils arrivent, et certains d'entre eux ne s'en réjouissent pas. Deuxièmement, il sait qu'ils font toujours des pranks et refusent déjà de les prendre au sérieux. L'agent et les habitants se considèrent comme faisant partie intégrante de leur groupe, tandis que Mia et ses amis seront classés comme appartenant à un groupe extérieur, ce qui les rendra plus méfiants quant à leurs intentions et moins enclins à leur offrir leur aide. Et comme ils ont été étiquetés comme des farceurs sur Internet, tout ce qu'ils feront sera interprété à travers le prisme de cette étiquette. Par conséquent, s'il y avait une véritable urgence et qu'ils devaient appeler à l'aide, par exemple, les policiers pourraient ne pas croire un seul mot de ce qu'ils disent. Ça va poser problème, parce que pendant qu'ils roulaient jusqu'ici, Mia a diffusé leurs coordonnées exactes à ses plus de 125 000 spectateurs. Donc maintenant, toute personne avec un accès Internet peut savoir exactement où il se trouve. Elle est même allée jusqu'à dire qu'il était possible de trouver ce chalet en cliquant sur un lien dans ses publications, alors qu'elle s'apprête à y passer les prochaines nuits sans aucune sécurité, à part ses amis idiots. Et si vous regardez le chat, au moins une personne a même dit « Je sais où vous êtes les gars ». Se faire doxer est une des pires choses qui puisse arriver à une célébrité sur Internet. Mais pendant tout ce temps, Mia s'est volontairement doxée elle-même sans y réfléchir. Si ces 5 petits malins s'étaient moins concentrés sur le nombre de leurs spectateurs et plus sur leur sécurité personnelle, ils auraient fait plus attention à la façon dont ils étaient perçus localement et auraient évité de publier l'adresse exacte du chalet avant la fin de leur séjour. En arrivant, ils sont tous impressionnés par la beauté des lieux et ses amis ont hâte de tout découvrir par eux-mêmes. À présent, elle compte plus de 130 000 spectateurs et s'arrête d'abord pour faire rapidement la promotion de l'agence de voyage avant d'entrer, demandant à ses fans quelles activités en pleine nature ils aimeraient qu'elle essaie pendant leur séjour. Joss la prend à part et lui demande de modérer ses ardeurs avec le streaming, mais elle lui rappelle que c'est techniquement son boulot. Alors il accepte de jouer le jeu pour le moment. Cependant, d'après le chat, il semble que les fans ne le supportent pas. Ils rejoignent le reste du groupe à la porte d'entrée où ils sont présentés aux propriétaires de la cabane, un couple sympathique nommé Anthony et Lindsay et leur fille Lisa qui est peu à l'aise en société. Les propriétaires sont ravis de les accueillir et ils leur parlent d'une cascade à couper le souffle située à proximité. Mais ils doivent d'abord visiter la maison. Elle fait visiter la cabane au public en montant à l'étage. Mais avec plus de 200 000 personnes qui la regardent, elle n'est pas prête d'arrêter le streaming de sitôt. Au lieu de ça, elle prend son téléphone et le pose sur le rebord de la fenêtre pendant qu'elle s'occupe de ses affaires. Mais elle ne se doute pas que son pire cauchemar est sur le point de commencer. Le chat s'emballe, essayant de l'avertir de ce qui va arriver. Mais il y a tellement de commentaires qu'elle ne s'en aperçoit pas.
Tout à coup, quelque chose casse la fenêtre juste derrière elle, et la jeune fille s'enfuit terrifiée. Les autres se précipitent pour voir ce qui s'est passé, et après avoir constaté les dégâts, le mari sort à l'extérieur avec Joss pour voir s'ils peuvent localiser le coupable. On dirait que quelqu'un a jeté une grosse pierre à travers la fenêtre, ce qui a beaucoup secoué Mia, mais les propriétaires promettent de régler le problème immédiatement. C'est alors que Lisa explique qu'elle a des problèmes avec un tyran à l'école, et elle craint qu'il ne soit venu les embêter après l'avoir vu dans le stream. Mais les amis de Mia se rallient tous pour lui apporter leur soutien. Le problème, c'est que le père du gosse est le shérif de la ville, donc ça ne sert à rien d'appeler les flics. Et Mia dit à tout son public qu'elle n'est pas très fan des forces de l'ordre locales. Sachant qu'il regarde, Thomas attrape son téléphone et commence à invectiver l'agresseur personnellement. Leur laissant un peu d'intimité, les propriétaires promettent de régler la situation et les remercient tous de rester ici et de soutenir leur business. Mais en réalité, leurs problèmes ne font que commencer. Ok, ça n'a pas pris très longtemps. Ils essaient de faire comme si ce n'était pas grave pour garder une ambiance positive. Mais ce n'était pas seulement une menace évidente, c'était aussi tout à fait évitable. Vous voyez, ils ne savent peut-être pas s'il s'agissait du tyran de Lisa ou d'un fan rebelle, mais ce qu'ils savent avec certitude, c'est que ce n'est arrivé que parce que Mia a diffusé leur emplacement en direct. Et c'est exactement la raison pour laquelle ils n'auraient jamais dû partager leur localisation avant d'avoir quitté la cabane. Maintenant, on pourrait penser que ces 5 idiots auraient tiré les leçons de cette expérience. Mais non, ils ont été directement pris pour cible d'une manière qui aurait pu se solder par des blessés graves. Et la première chose qu'ils décident de faire, c'est de se remettre à critiquer la police locale. Que ce soit le fils du shérif ou non, critiquer les personnes sur lesquelles vous risquez de devoir compter pour vous sauver la vie si les choses tournent mal est la pire idée que vous puissiez avoir. D'autant plus que leur réputation dans cette ville est déjà assez mauvaise. Pour aggraver les choses, Thomas a commencé à interpeller leur agresseur devant quelques 250 000 spectateurs. Mais il ne se rend pas compte qu'il ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Je veux dire, celui qui a fait ça cherchait clairement à attirer l'attention. Et là, il lui donne exactement ce qu'il voulait. Il pense peut-être qu'il l'intimide, mais en réalité, il lui montre que l'attaque les a touchés et il encourage celui qui l'a commise à devenir encore plus audacieux. Même si Mia ne le souhaite pas, la première chose qu'il devrait faire est d'arrêter immédiatement le streaming. Et ce, pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'ils savent que celui qui les attaque le fait pour attirer l'attention. Et deuxièmement, parce que le fait de continuer à diffuser lui donne des informations en temps réel sur ce que font exactement Mia et ses amis. Si cette personne était prête à faire ça quand les propriétaires étaient présents et étant donné qu'ils ont clairement indiqué que l'appel à la police ne servirait à rien, alors la seule chose logique à faire est de quitter cette cabane dès que possible et de trouver un hôtel dans le coin pour passer la nuit. Ils pourront toujours revenir plus tard une fois que la famille aura réglé son drame personnel. Et ce serait bien mieux que de rester ici à attendre d'être tué. Il ne faut pas longtemps avant que ces influenceurs se remettent à se disputer. Et cette fois-ci, c'est Joss qui n'est pas d'accord avec Thomas sur la façon dont il se comporte dans le stream. Il veut que le gars se calme, craignant que ça ne ruine la réputation de sa petite amie. Mais même si la situation devient très inconfortable, elle refuse toujours d'arrêter la vidéo, ne serait-ce qu'une seconde. Il tend le téléphone à Pedro, qui reste là à faire semblant de s'occuper, tout en écoutant discrètement toute la conversation et en mentant sur le nombre de spectateurs, affirmant qu'il est bien plus élevé qu'il ne l'est en réalité. Ils ont besoin d'un peu d'intimité pour régler ce problème, alors elle demande à Pedro de prendre le relais pendant un petit moment. Et il emmène les autres avec lui quand il décide d'aller se promener à l'extérieur. Les spectateurs sont déjà des milliers à quitter le live, mais il fait de son mieux pour faire des blagues et les divertir. Réalisant qu'ils ont besoin d'un peu de drame pour maintenir l'intérêt des gens, il commence une dispute légère avec ses amis pour savoir qui a le plus grand nombre d'abonnés sur internet. C'est alors qu'un des trolls de Pedro demande à rejoindre le stream, mais il raccroche rapidement lorsque le type lui reproche d'avoir le béguin pour Cindy, faisant tout ce qu'il peut pour changer de sujet, jusqu'à ce que Mia revienne enfin pour reprendre son téléphone. Les autres remarquent que son petit ami n'est pas avec elle, mais elle explique qu'il est parti se promener pour se changer les idées. Sans y prêter attention, il décide d'allumer un feu et de faire griller des marshmallows. Pedro plaisante en proposant de publier un piège à clics disant qu'ils ont brûlé la cabane. Tout ça est clairement pour rire, jusqu'à ce que Mia lui demande s'il aurait réellement assez d'argent pour couvrir les dommages. Mais il est clair que son ami est un peu inquiet quant à ses gains en tant qu'humoriste. Juste avant que la situation ne devienne gênante, la mère arrive et annonce qu'ils vont bientôt partir. Et elle demande si sa fille peut passer un peu de temps avec Mia avant qu'il ne la ramène à la maison. Mia est ravie de l'accueillir, même si ses amis plaisantent en disant que laisser la fille avec eux est une très mauvaise idée. Mais ils ne se rendent pas compte à quel point cette affirmation est vraie. Ok, je ne sais pas à quoi pensent ces idiots, mais je peux vous dire une chose, Pedro a raison quand il dit que laisser la fille avec eux est une mauvaise idée. Et s'ils avaient ne serait-ce qu'une seule cellule cérébrale à se partager, ils verraient le danger venir de loin.
Commençons par l'erreur la plus évidente. Joss a décidé de se séparer complètement du groupe alors qu'il pouvait encore y avoir une personne dangereuse dans les environs. Je veux dire, la cabane où il séjourne se trouve quelque part près du lac Arrowhead, dans les montagnes de San Bernardino. Même sans harceleur dans les parages, il s'est simplement aventuré dans une région sauvage qu'il ne connaissait pas, s'exposant ainsi au risque de se perdre, de faire une chute mortelle ou même d'être attaqué par des animaux sauvages dangereux du coin comme les ours. Ça fait également de lui une cible parfaite, parce qu'il est seul, sans armes et ne connaît pas la région. Si Joss venait à être attaqué pendant sa randonnée, ça mettrait les autres dans une situation réactionnelle où ils seront obligés de réagir rapidement pour le sauver. Et plus l'agresseur provoquera de chaos, plus il lui sera facile de les éliminer un par un. Après tout ce qui s'est déjà passé, leur priorité devrait être de passer la nuit en toute sécurité. Et c'est pourquoi, si la mère m'avait demandé de divertir sa gamine, j'aurais poliment refusé. La dernière chose dont ils ont besoin maintenant, c'est d'être responsable de l'enfant de quelqu'un d'autre quand un fou potentiel est en liberté. Et tout parent responsable ne l'aurait jamais laissé seul dans ces conditions. Si c'était moi à leur place, je voudrais que tout le monde se regroupe et reste à l'intérieur de la cabane pour le reste de la nuit. Parce que j'aurais besoin d'autant de boucliers de viande que possible si la situation venait à empirer. Ils devraient verrouiller toutes les portes et fenêtres et laisser quelques lumières allumées à l'intérieur afin de bien montrer qu'ils sont vigilants et prêts à se défendre. D'ailleurs, en parlant d'autodéfense, j'essaierai également de trouver une arme comme un outil de cheminée ou même une lampe de poche lourde, juste au cas où. Et je garderai nos clés de voiture et nos téléphones à portée de main. De cette façon, si quelque chose venait à se produire, ils seront prêts à s'enfuir rapidement et auront une chance de passer la nuit en un seul morceau. Les deux filles s'assoient sur un banc et commencent à parler des vidéos de Mia. Et elle essaie de mettre la jeune fille à l'aise. Elle est nerveuse à l'idée d'être dans une vidéo en direct et elle craint que les spectateurs ne l'aiment pas parce que tout le monde la trouve bizarre. Mais Mia la rassure en lui disant que c'est justement en étant bizarre qu'on devient célèbre. Elle lui explique qu'être une célébrité sur Internet est source de beaucoup d'anxiété. Mais ça lui offre également des opportunités incroyables qu'elle n'aurait jamais eues si elle était normale. Elle promet à la jeune fille qu'elles sont de vraies amies. Et celle-ci commence déjà à se sentir plus confiante. Mais c'est alors que Thomas vient chercher Mia. Ils rejoignent les autres et reprennent leurs pitreries habituelles, laissant la jeune fille assise là, mal à l'aise et en retrait. Et ils sont distraits quand la conversation porte soudain sur le crush secret de Pedro. Avec l'aide des spectateurs, ils parviennent enfin à convaincre Cindy d'interpréter une de ses chansons. Thomas va donc chercher sa guitare pendant que les autres attendent près du feu. Mia essaie de promouvoir les comptes de son amie, mais ils sont surpris d'apprendre qu'elle n'utilise même pas de réseau social, ayant décidé que se déconnecter serait meilleur pour sa santé mentale. Quand Thomas revient enfin, elle leur joue une chanson sur l'importance de vivre l'instant présent. C'est touchant, et ils sont tous impressionnés par la sincérité de sa performance. Mais il ne faut que quelques secondes pour qu'ils reprennent leurs vieilles habitudes. Ses amis commencent à faire les idiots en arrière-plan, tandis que Mia retourne à sa lecture du chat, jusqu'à ce que tout à coup, quelqu'un semble crier de douleur. Quand il regarde, il voit Thomas debout au bord de la clairière. Et lorsqu'il se retourne, ils sont horrifiés de découvrir une pointe métallique acérée qui lui transperce la main. Paniqué, il explique qu'il est tombé sur quelque chose dans la terre et ils envoient rapidement Pedro chercher une trousse de premier secours. Au lieu de revenir avec quelque chose d'utile, il revient un instant plus tard avec une bouteille remplie d'alcool. Et Thomas en boit une grande gorgée avant de la verser sur la blessure. Mais quand Mia vient vers lui et l'attrape, elle lui arrache accidentellement toute la main. La jeune femme hurle de terreur, mais il reste là à rire de leur confusion avant de leur montrer sa vraie main et d'admettre que tout ça n'était qu'un prank. Les autres ne sont pas très contents qu'il les ait trompés avec quelque chose d'aussi grave, mais le public, lui, semble apprécier parce que le nombre de spectateurs grimpe jusqu'à 300 000. Incroyablement satisfait, il décide d'entrer et d'aller à la salle de bain. Et Mia lui recommande de faire attention aux morceaux de verre brisés. Mais elle ne se doute pas à quel point ce conseil va s'avérer important. Ils mentent en disant qu'ils ont presque atteint le demi-million. Mia donne à Pedro l'occasion de faire la promotion de ses réseaux sociaux et les fans déclarent tous qu'il est le membre le plus ennuyeux du groupe. Les gens veulent le voir avec Cindy. Alors Mia fait semblant de retourner à la cabane pour pouvoir les observer depuis derrière un buisson une fois que tout le monde est parti. Et évidemment, ils finissent par s'embrasser dès qu'elle a le dos tourné. C'est une super séquence pour le stream, et elle se précipite vers la cabane, impatiente de le raconter aux autres. Mais quand elle arrive, elle ne trouve aucun signe de ses amis. Elle frappe à la porte de la salle de bain et s'énerve parce que Thomas ne répond pas. Mais rien ne pouvait la préparer à ce qui allait se passer ensuite. Elle entre et le trouve allongé immobile dans la baignoire, avec du sang qui recouvre tous les murs. Elle pense qu'il s'agit d'une autre blague, alors elle se penche pour vérifier son pouls. Mais elle hurle de terreur encore une fois lorsqu'elle réalise qu'il est réellement mort. Ça en fait donc un de moins, et il en reste 6. Ok, bon, je suppose que Thomas a finalement eu le buzz qu'il recherchait. C'est juste dommage qu'il n'ait pas pu vivre assez longtemps pour voir son plus grand rêve se réaliser.
Peut-être que s'il avait arrêté de parler pendant 5 secondes, il aurait eu le temps de réfléchir à la situation et de se rendre compte qu'il cherchait les ennuis. À présent, on dirait que toutes ces conneries ont fini par lui coûter la vie. Mais si ses amis sont intelligents, il devrait au moins avoir une chance de s'en sortir vivant. Après avoir découvert qu'il était vraiment mort, Mia a dépassé le stade de la lutte ou de la fuite, et elle est passée directement à la paralysie. Comme il est difficile de son point de vue d'assimiler tout ce qui se passe en temps réel, son cerveau et son corps ont maintenant une réaction involontaire au traumatisme. Alors que son adrénaline monte en flèche, le cortisol envahit son système et elle entre dans ce qu'on appelle un état d'hyperactivité du système nerveux sympathique. En gros, son système nerveux a atteint sa limite absolue, ce qui la rend incapable d'agir de manière décisive jusqu'à ce qu'elle réussisse à reprendre le contrôle. La clé ici est de faire de petits pas progressifs pour retrouver sa lucidité. Tout d'abord, elle devrait commencer à pratiquer la respiration carrée en comptant jusqu'à 4, parce que les expirations lentes et délibérées aideront à activer son système nerveux parasympathique, et ça contribuera inconsciemment à la calmer. Quand ses amis la trouveront enfin, ils devront se mettre à son niveau, lui laisser de l'espace et lui parler d'un ton calme mais ferme, l'aidant à revenir à la réalité afin qu'il puisse faire face à la menace réelle. Ils peuvent également lui confier une petite tâche comme tenir son téléphone. Même si ça n'a pas de sens, ça réactivera la partie de son cerveau chargée de la résolution de problèmes, lui redonnant ainsi le sentiment d'avoir le contrôle sur la situation. Ensuite, leur prochaine priorité sera de se rendre dans un endroit sûr. Tout en restant ensemble, ils doivent s'armer de toutes les armes improvisées qu'ils pourront trouver et demander à la communauté ou à Pedro d'appeler la police pendant qu'ils récupéreront les clés de la voiture de son petit ami. La seule personne qui manque à l'appel, c'est Joss lui-même justement. Et il devrait essayer de l'avertir également, mais je serai prudente. Après tout, il est possible qu'il ait quelque chose à voir avec tout ça. Donc, s'ils veulent l'appeler, je ne le ferai qu'après avoir pris le contrôle de sa voiture. De cette façon, ils auraient toujours un moyen de s'échapper même s'ils se retournaient contre eux. La jeune fille pousse un cri à glacer le sang et elle s'effondre au sol, prise d'une panique totale. Son esprit refuse d'accepter la réalité et elle essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Quand ils entendent le vacarme, ses amis accourent pour voir ce qui se passe, mais ils sont tout aussi horrifiés et désorientés qu'elle. Lorsqu'ils réalisent que son pote est mort, Pedro s'enfuit, paniqué lui aussi. Mais Cindy reste sur place et décide de prendre les choses en main. Elle lui crie d'appeler la police, puis se retourne vers Mia et commence à essayer de la calmer, tandis que son ami reste figé sous le choc, refusant de répondre aux questions de qui que ce soit. Quand Pedro revient après avoir appelé les secours, ils sont choqués d'apprendre que personne ne viendra avant au moins 20 ou 30 minutes. Cindy estime que ça ne fonctionnera pas et elle craint qu'ils doivent se mettre dans un endroit sûr en attendant. C'est alors que son ami se souvient qu'ils sont toujours en direct. Alors Cindy demande à tous de garder leurs écrans allumés afin d'avoir des témoins si le tueur attaque à nouveau. Luttant pour retrouver leur calme, ils finissent par remettre Mia debout et l'assoient à la table de la cuisine en la laissant fixer la caméra d'un regard vide pendant qu'ils attendent l'arrivée des secours. C'est alors qu'ils entendent une porte s'ouvrir quelque part en bas et voient Joss revenir de sa randonnée, refusant carrément de le regarder. Tout est calme au début et ils essaient de décider comment lui annoncer la nouvelle. Mais Cindy finit par prendre la parole et l'avertit de ne pas s'approcher de la salle de bain. Perplexe, il essaie de lui demander ce qu'elle veut dire. Mais au lieu de lui expliquer, Pedro commence à le bombarder de questions sur ce qui s'est passé pendant qu'il était à l'extérieur. Joss prétend être innocent, il dit qu'il était en train d'aller voir la cascade et ne réalise toujours pas la gravité de la situation. Mais tout à coup, il remarque une coupure récente sur sa main. Joss explique qu'il s'est coupé avec une bouteille de bière cassée, l'air de rien, mais c'est une coïncidence trop grande pour que ses amis le croient. De plus en plus méfiant, Pedro l'accuse carrément d'avoir tué Thomas. Mais Joss fait comme s'il ne comprenait toujours pas de quoi il parle, jusqu'à ce qu'il jette un œil par lui-même et se rende compte qu'ils disent la vérité. Ok, ces trois-là gèrent la situation de la pire manière qui soit, mais honnêtement, ça ne me surprend pas. Au lieu de tirer des conclusions hâtives, je préférerais d'abord examiner la situation plus attentivement, parce que désigner la mauvaise personne comme une menace ne ferait que la mettre encore plus en danger. Je dirais que le meilleur choix aurait été de laisser Cindy mener l'interaction, parce que c'est elle qui a le plus de sang-froid. Quant aux autres, ils auraient dû rester silencieux et observer ses réactions. Au début, j'aurais commencé par lui poser des questions sur ce qui s'était passé pendant sa randonnée, mais sur un ton beaucoup plus neutre, voire amical, en essayant de ne pas laisser transparaître qu'il s'était passé quelque chose ici. L'objectif étant de le mettre sur la sellette afin qu'il n'ait pas le temps de préparer sa réponse, ce qui leur permettrait d'utiliser sa première version de l'histoire comme base de référence et de voir s'il modifie certains détails une fois qu'ils commenceront à faire pression. À ce moment-là, il devrait lui annoncer de but en blanc que Thomas est mort et laisser sa réaction parler d'elle-même. Cette technique est souvent utilisée par les forces de l'ordre quand les enquêteurs dévoilent tout à coup une information importante au milieu d'un interrogatoire afin d'observer la réaction spontanée du suspect. Quand une personne est véritablement surprise par une nouvelle choquante, son système
limbique, qui est responsable de la régulation de ses émotions, réagit avant son cortex préfrontal, qui est la partie de son cerveau responsable de la pensée rationnelle, ne lui laissant pas le temps d'appliquer une réponse filtrée. En une fraction de seconde, de brèves micro-expressions et des changements soudains dans son langage corporel vous permettront de savoir s'il s'agit réellement de la première fois qu'il entend cette information. Mais s'il est capable de vous donner immédiatement une réponse calme et rationnelle, ça voudra probablement dire qu'il était déjà au courant. Maintenant, la situation ne semble pas très bonne pour Joss, surtout avec la coupure à la main. Mais cette même coupure pourrait en fait être la preuve de son innocence. Écoutez bien, Joss est blessé à la main gauche, mais d'après la façon dont il a tenu le volant et ses bagages, il semble qu'il soit droitier en fait. Si c'est le cas, il serait extrêmement étrange qu'il ait utilisé sa main non dominante pour commettre le meurtre. Selon les statistiques du FBI, dans les agressions violentes, c'est presque toujours la main dominante qui tient l'arme. Les blessures à la main non dominante sont le plus souvent défensives ou résultent d'un accident, comme l'a dit Joss. Joss est un suspect potentiel, mais il n'est pas le seul suspect potentiel. Il faut donc faire attention à ne pas réagir de manière excessive. Sinon, on risque de ne pas voir venir le véritable meurtrier quand il frappera à nouveau. Après avoir vu le corps de son ami, il revient vers le groupe en affichant la même terreur qu'eux. Mais au vu des circonstances, il ne voit vraiment pas qui d'autre aurait pu faire ça si ce n'est Joss lui-même. Réalisant qu'ils essaient de lui faire porter le chapeau, il se lance dans une violente dispute tandis qu'il tente désespérément de se défendre. Mais rien de ce qu'il dit ne parvient à convaincre Pedro de sa version des faits. Alors que la tension atteint son paroxysme, Mia retrouve enfin la parole et décide d'intervenir. Mais son petit ami est choqué d'apprendre qu'elle est tout aussi méfiante que les autres. Se sentant acculé, il la supplie d'arrêter la diffusion, affirmant que ses accusations vont ruiner sa carrière, qu'elles soient vraies ou non. Mais elle refuse de mettre fin à la vidéo, insultée qu'il se soucie toujours davantage de son travail que de la vie de leur ami. Honnêtement, ça ne s'annonce pas bien pour lui. Et plus il essaie de se défendre, plus la situation empire. Jusqu'à ce que finalement, ça dégénère en une dispute houleuse qui met fin à leur amitié et semble pouvoir tourner à la violence à tout moment. À ce moment-là, ils entendent une porte s'ouvrir à l'étage et réalisent que la jeune fille Lisa était toujours dans la maison. Reprenant ses esprits, Joss tente de calmer la situation avant qu'elle ne dégénère. Mais Mia panique quand il s'approche trop près et elle lui donne un coup de poing au visage, crie aux autres de courir et tire Lisa derrière elle pour qu'ils s'enfuient tous de la cabane. Le groupe se sépare et les filles finissent par se réfugier dans les bois, tandis que Pedro et Cindy s'échappent vers l'avant de la maison. Elles s'enfoncent de plus en plus profondément dans la forêt sans savoir où elles vont et poursuivies sans relâche par Joss. Il commence à les rattraper quand Lisa dit finalement qu'elle ne peut plus courir. Alors elle décide de se cacher derrière des buissons juste à côté du sentier. Ça fonctionne presque. Et il est sur le point de passer sans les voir. Mais à ce moment-là, le téléphone de la fille se met à sonner, ce qui révèle leur position exacte. Ok. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il ne devait pas réagir de manière excessive et aggraver la situation? Eh bien, on dirait que c'est exactement ce qui s'est passé. Encore du super boulot, je dirais. À la cabane, ils ont une fois de plus laissé leurs émotions prendre le dessus au lieu de réfléchir logiquement. Nous avons déjà expliqué pourquoi conclure hâtivement que Joss était le meurtrier était une erreur. Mais qu'ils lui fassent confiance ou non, il n'y avait absolument aucune raison de réagir comme ils l'ont fait. Je veux dire, parmi toutes les personnes présentes dans la pièce, Joss était celui qui agissait le plus calmement, jusqu'à ce qu'il l'accuse d'être un meurtrier sans aucune preuve solide. Et il est tout à fait compréhensible qu'il soit devenu émotif en essayant de se défendre contre ce genre d'accusation. De plus, ils étaient 3 contre 1. Sa main fatale était déjà blessée, et il n'avait aucune arme. S'il avait tout à coup attaqué à nouveau, ils auraient facilement pu s'unir pour se défendre et le neutraliser. Sachant que la police allait arriver d'une minute à l'autre, c'était une très mauvaise idée de quitter la sécurité de la cabane et de s'enfuir à l'aveuglette dans la forêt. Mais même si ça avait été leur seul choix, ils auraient quand même pu faire beaucoup mieux. Pendant tout ce temps, Mia a continué à streamer, parce qu'elle considérait les spectateurs comme des témoins. Mais elle doit se rappeler que tout ce que les spectateurs peuvent voir, le tueur peut le voir aussi. Dès qu'ils se sont enfuis dans les bois, le groupe aurait dû mettre fin au streaming, mettre tous les téléphones en mode silencieux et les utiliser pour appeler la police au lieu de gaspiller leur chance. Parce que ça aurait été beaucoup plus utile que de diffuser un spectacle pour 500 000 personnes qui regardaient probablement depuis leur chiotte. Réalisant qu'elles sont prises au piège, leur seule option est d'aller l'affronter. Mais son petit ami continue de faire valoir qu'il est innocent. Plaidant sa cause, il s'approche de plus en plus près avant de se jeter tout à coup sur son téléphone. Mais alors qu'ils se battent pour l'attraper, quelqu'un s'approche discrètement par derrière et l'assomme avec une pelle. C'est la mère de la jeune fille qui dit être venue immédiatement après avoir entendu parler de la diffusion en direct. Et Mia remercie la femme de lui avoir sauvé la vie. Inquiète pour ses amis, Mia essaie de retourner voir les autres. Mais la jeune fille insiste et lui dit qu'elle doit rester avec elle, affirmant que se séparer à nouveau serait beaucoup plus dangereux.
Refusant d'écouter, elle dit à la gamine qu'elle ne laissera pas ses amis derrière elle. De toute évidence, cet enfant a poussé leur relation parasociale un peu trop loin, et elle commence à accuser les autres amis de Mia de l'avoir abandonnée. Oh, alors là, ça devient vraiment bizarre, mais les téléspectateurs adorent ça, jusqu'à ce que tout bascule et que le ton de Lisa devient dangereusement sérieux. Elle insiste sur le fait qu'elles sont faites pour être ensemble, et la jeune fille ajoute qu'elle ne laissera personne l'éloigner d'elle, ce qui oblige Mia à lui balancer la dure réalité, à savoir qu'elles ne sont pas vraiment amies. Anéantie, Lisa refuse de croire ce qu'elle entend, et c'est alors que la vérité éclate enfin. En fait, elle passe la main dans son dos et sort un couteau qu'elle pointe directement sur Mia, lui ordonnant de ne pas faire un pas de plus. Il s'avère que c'est cette petite folle qui a tué Thomas dans la salle de bain, simplement parce qu'il l'empêchait de passer du temps avec son idole. Alors que sa mère tente de la calmer, Mia apprend que ce n'est même pas la première fois que la jeune fille fait une chose pareille, mais il semble qu'elle ne puisse rien faire pour lui faire lâcher le couteau. Essayant une approche différente, Mia décide d'arrêter d'être conflictuelle et de se plier aux exigences de la jeune fille, se penchant vers elle pour la serrer dans ses bras, tout en essayant de lui prendre le couteau. Mais au moment où elle tend la main vers l'arme, tout bascule d'un seul coup. Une brève lutte s'ensuit, la caméra tombe au sol et un instant plus tard, Mia titube dans le cadre en se tenant le ventre. Elle a été poignardée, et sous le regard horrifié de la famille, Mia s'effondre juste devant la caméra, succombant lentement à ses blessures. Ça en fait 2 de moins, et il en reste 5. Ok, eh bien, on dirait que le Mia Show vient d'être annulé. Et c'est vraiment dommage, parce qu'elle venait d'atteindre le plus grand nombre de spectateurs qu'elle ait jamais eu de toute sa vie. Dommage qu'ils aient tous regardé l'émission juste pour la voir mourir. Et maintenant qu'elle vient de publier son dernier message, je pense qu'il ne reste plus qu'une seule chose à dire. Désolée Mia, mais on dirait que tu viens de merde. Seule une personne qui vit vraiment dans son petit monde aurait pu se retrouver dans cette situation. Parce que nous autres, nous ne nous comportons pas comme si nous étions à l'abri du danger, simplement parce que nous avons reçu quelques commentaires à un de nos messages. Je veux dire, tu exagérais vraiment ton importance. Tu prétendais être la meilleure amie de T-Swift après l'avoir rencontrée une seule fois. Ce qui est presque aussi délirant que Pedro qui pense avoir un quelconque avenir dans la comédie. Chaque fois que tu devais passer du temps avec cette gamine, tu en as profité pour parler encore plus de toi. Et tu étais tellement occupé à te vanter de tes propres exploits que tu n'as pas vu les signaux d'alarme qui clignotaient sous ton nez. Tu n'es pas censé être la meilleure amie d'une fan de 14 ans que tu viens de rencontrer. Et encourager ce genre de relation parasociale, c'est exactement ce qui t'a valu de te faire poignarder dans le ventre. Mais parmi toutes tes erreurs, je pense que celle qui montre le mieux ton narcissisme, c'est de penser que tu pouvais te sortir d'une attaque au couteau en faisant un gros câlin. Je veux dire, la dernière fois que j'ai vérifié, les couteaux doivent être sacrément proches pour pouvoir fonctionner. Au lieu de t'approcher de la personne qui te menaçait avec un couteau, tu aurais plutôt dû t'enfuir. C'est dingue, non ? Mais c'est ça, le pouvoir de l'intelligence. Si tu avais juste essayé, tu aurais peut-être évité de te faire exécuter en direct devant un demi-million de personnes. Mais maintenant, il semble que ton temps en tant qu'influenceuse soit révolu. Et c'est exactement pour ça que tu as merdé. La jeune fille n'arrive pas à croire ce qu'elle a fait, mais sa mère la ramène rapidement à la cabane. Pendant un moment, le stream continue à diffuser, concentré sur le corps sans vie de Mia. Et le nombre de spectateurs augmente continuellement jusqu'à ce que ses 2 autres amis tombent finalement sur la scène du crime. Horrifiés, ils n'en croient pas leurs yeux lorsqu'ils trouvent la jeune fille gisant là, morte, et ils ne peuvent absolument rien faire pour la sauver. Réalisant que le stream continue, ils prennent le téléphone au moment où Nina, l'amie de la jeune fille, demande à se joindre à eux. Et bien qu'elle pense d'abord qu'il s'agit d'une blague, elle finit par comprendre qu'ils ne plaisantent pas. Après avoir raccroché, ils trouvent Joss allongé sur le sol un peu plus haut sur le sentier. Et à leur grande surprise, il est encore en vie. Il reprend conscience et est tout aussi confus qu'eux quant à ce qui s'est passé. Et il s'effondre immédiatement lorsqu'il aperçoit le corps de sa petite amie. En regardant autour d'eux, ils se rendent compte que Lisa est toujours portée disparue. Et bien que le chat tente de les avertir qu'elle est en fait la meurtrière, ils reçoivent trop de messages pour pouvoir les lire tous. Ils sont divisés sur la marche à suivre. Cindy veut partir à la recherche de la jeune fille, tandis que Pedro estime qu'ils doivent d'abord s'occuper d'eux-mêmes, jusqu'à ce que Joss reprenne ses esprits et décide de prendre les choses en main. Ils doivent récupérer les clés de sa voiture, mais celle-ci se trouve dans son sac resté dans la cabane. Qu'il le veuille ou non, quelqu'un va donc devoir y retourner. Alors il emporte le téléphone avec lui et se prépare à se glisser dans la maison. Sur le chemin du retour vers la cabane, Joss regarde l'écran et se rend compte que près d'1 million de personnes les regardent. Et il les traite tous de malades mentaux pour avoir considéré tout ça comme une sorte de spectacle. Il se faufile discrètement et entre par la porte d'entrée en restant aussi silencieux que possible. Mais tandis qu'il monte lentement les escaliers vers les chambres, il entend la famille arriver, ce qui l'oblige à se cacher sous la table de la cuisine. Ok, Joss vient de se mettre dans la pire situation possible, mais il peut encore s'en sortir s'il utilise judicieusement les options qui s'offrent à lui.
Pour l'instant, il ne sait toujours pas que Lisa est la meurtrière, mais quand il entendra la dispute familiale, il comprendra très vite ce qui s'est passé exactement. Une fois qu'il aura compris que la famille représente une menace, il pourra adapter sa stratégie en conséquence. Voici donc ce que je ferais si j'étais à sa place. Idéalement, il veut toujours récupérer les clés de voiture et s'assurer un moyen de s'échapper. Mais il y a de fortes chances que les propriétaires les aient déjà prises. Donc si le plan A ne fonctionne pas, le plan B consistera simplement à rester en vie jusqu'à l'arrivée de la police. Pedro a mentionné plus tôt qu'il serait là dans environ 20 à 30 minutes. Et comme tout ça se passe en temps réel, nous savons que ça fait presque très exactement une demi-heure qu'il a passé son appel, ce qui signifie que la police devrait arriver d'une seconde à l'autre. À ce stade, continuer à diffuser en direct ne lui sert à rien. Il devrait plutôt utiliser son téléphone pour envoyer un SMS ou appeler Pedro ou Cindy et leur demander de créer une diversion à l'extérieur. Avec un peu de chance, ils pourront éloigner les propriétaires suffisamment longtemps pour qu'ils puissent récupérer les clés et s'enfuir, ou au moins lui donner une chance de rester caché jusqu'à l'arrivée des secours. Le couple commence à se disputer au sujet de ce qui s'est passé, la mère essayant de convaincre son mari qu'il devrait tout dissimuler. Son mari est un peu plus réaliste, et il lui dit que la seule façon de le cacher maintenant serait de tuer tout le monde dans la cabane, mais il n'est pas prêt à aller aussi loin. Ça signifie que leur seule option est de dire la vérité à la police. En entendant leur conversation, la jeune fille descend pour s'excuser, jurant que tuer les influenceurs était le seul moyen de s'assurer que Mia ne partirait jamais. À ce moment-là, Joss se trahit accidentellement. Alors il bondit dessous la table, se jette sur le mari et commence à le rouer de coups dans toute la pièce. Après avoir maîtrisé son adversaire, il retourne chercher le téléphone et se précipite dans la chambre pour récupérer les clés, jusqu'à ce que le mari revienne tout à coup pour un deuxième round. Mais Joss remporte à nouveau le combat et il court vers les escaliers juste au moment où la police arrive devant le chalet. Enfin, il court vers la porte, et voilà que la femme le frappe avec une poêle. Mais le policier arrive juste à temps et lui crie de rester en arrière. Déconcerté, le flic pense d'abord qu'il s'agit d'une autre de leurs plaisanteries, mais quand il se rend compte qu'il s'agit d'un incident sérieux, il décide d'appeler des renforts. Le petit ami en profite pour expliquer que Lisa a déjà tué 2 de ses amis. Après l'avoir écouté, le policier va voir par lui-même. Et comme prévu, il trouve le corps de Thomas toujours allongé dans la baignoire. Mais lorsqu'il commence à appeler les renforts par radio, la femme le plaque au sol et utilise son arme contre lui, ce qui nous fait 3 morts, et il en reste 4. Pendant qu'ils sont distraits, Joss sprinte vers l'extérieur et se précipite vers la voiture. Mais lorsqu'il y arrive, le mari les a déjà devancés. Il le traîne hors de la voiture et les 2 hommes commencent à se battre pour la 3e fois, tandis que son pote se précipite pour l'aider. Mais dans le chaos, il ne voit pas la femme qui se met en position de tir à l'arrière-plan. Dès qu'elle a un angle de tir dégagé, elle tire sur Pedro en plein dans le bide. Alors, Joss attrape le mari et commence à l'utiliser comme bouclier de viande. Mais personne ne peut rien faire, et le gars meurt lentement de ses blessures, ce qui fait 4 morts, et il en reste 3. Voyant qu'elle est en proie à un conflit intérieur, Joss pousse l'homme vers l'avant avant de courir vers la voiture. Et dans la confusion, maman tire accidentellement sur son propre mari, le touchant en plein dans la poitrine. Au lieu de monter lui aussi dans la voiture, Joss dit à Cindy de se tirer d'ici. Puis il court pour distraire la femme et Cindy s'éloigne immédiatement de la cabane sans se retourner. Mais je pense que nous savons tous que Joss ne va pas survivre. Ça fait donc 6 morts et il y a une survivante. Mais Cindy n'est toujours pas en sécurité. Elle roule à toute vitesse vers un endroit sûr quand soudain Lisa apparaît depuis le siège arrière et elle se jette sur le volant, ce qui provoque un accident et la voiture finit sa course dans le fossé. Contre toute attente, Cindy survit à l'accident, et bien que gravement blessée, elle continue à tituber sur la route en direction des sirènes. Mais quelques instants plus tard, la main de la jeune fille agrippe le trottoir et le flux vidéo s'interrompt. Et au final, je pense que Cindy aura appris une leçon très importante. Se détacher des réseaux sociaux était la meilleure idée qu'elle ait jamais eue. S'il y a une chose que j'adore, c'est voir des influenceurs se faire assassiner de manière intéressante et presque ridiculement hilarante. Et c'est exactement ce que Livestream m'a offert, sous la forme d'un film. Je me suis bien amusée avec celui-ci et j'ai pu apprécier la culture des streamers qui se font tourner en dérision. Mais si vous auriez fait les choses différemment, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!